Londres n'est pas seulement la capitale du Royaume-Uni, c'est aussi l'une des citadelles des combattants au régime de Joseph Kabila. C'est aussi également l'une des places fortes des résistants au pouvoir en place à Kinshasa. Ce samedi 18 mai 2013, vous venez d'installer officiellement le bureau de la troisième voie à Londres. La troisième voie roule-t-elle pour les opposants ou pour le pouvoir en place? Vous venez ici pour apporter du renfort au pouvoir de Joseph Kabila ou bien à ceux qui luttent contre lui? Je suis très content de cette question, M. Kimpele. C'est avec joie que je vous retrouve ici à Londres. Il est très tard, mais nous allons commencer cette émission avec beaucoup plus de passion. Et parlant de Londres et de l'engouement que cet endroit, cette ville a donné à notre pays en ce qui concerne l'enthousiasme pour, n'est-ce pas, le rétablissement de valeurs dans notre pays. Les combattants, nous avons vu comment ils ont entraîné depuis l'année passée ou 2 ans, ils ont entraîné toute la population à s'éveiller pour que les antivaleurs puissent cesser et que nous puissions retrouver, n'est-ce pas, des valeurs beaucoup plus louables. Et aujourd'hui, c'est avec joie que nous venons pour participer dans cette même ordre d'idées à établir la troisième voie. Donc c'est avec joie que nous participons au fait de la chose qui a commencé ici à Londres. Et nous croyons que les gens de Londres vont l'embrasser et vont venir rapidement à la troisième voie pour renforcer aussi, apporter leur vision à la troisième voie qui est une force qui arrive pour le changement total de notre pays. Nous parlerons tout à l'heure du contenu de cette troisième voie parce que c'est un terme qui avait déjà été utilisé à l'époque, notamment pendant la CNS, et qui revient maintenant dans le vocabulaire politique congolais. Mais vous dites, la troisième voie est venue pour accompagner le mouvement des combattants et des résistants et pour l'amplifier. Donc si je comprends bien, vous luttez avec les combattants et les résistants contre le même ennemi et pour la même cause. Est-ce que vous avez épousé la cause et les méthodes, notamment, des résistants et des combattants ici à Londres, également ailleurs en Europe? Parlons de la cause d'abord. Pourquoi est-ce que les combattants en général ou les Congolais en général se sont révoltés? Depuis la naissance de notre nation, entre guillemets, puisque nous ne considérons pas la troisième voie que le Congo est encore une nation. Depuis cette naissance ou depuis ce traçage, depuis le temps de Berlin, nous n'avons vu que de malheur dans notre pays. Mais la Providence a fait que plusieurs d'entre nous se sont retrouvés à l'étranger. Et avec ça, nous avons eu un éveil, une façon de comprendre les choses différemment. Et nous avons eu la chance de nous poser des bonnes questions en ce qui concerne la destruction de notre pays. Et c'est ça qui a fait que les combattants se sont réveillés pour dire « assez, c'est assez ». Dans cet ordre d'idées, nous sommes avec eux. Nous sommes avec le combattant parce que la troisième voie vient au fait pour déloger tout système d'antivaleurs. Vous êtes avec les combattants. Est-ce que les combattants sont avec vous? Est-ce qu'il n'y a pas de leur côté des mouvements soit de repli, soit de soupçon, soit même carrément d'hostilité affichée vis-à-vis de la troisième voie? Dans certains paquets, oui, c'est juste temporaire et c'est juste causé par l'incompréhension. Et c'est avec, parfois, je ne prends pas ça comme étant quelque chose de grave parce que nous devons nous expliquer. La troisième voie est une nouvelle entité, un courant de pensée qui est venu, qui n'a jamais existé auparavant. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça au Congo, une façon de penser différente. Alors quand nous arrivons, justement, les combattants étaient déjà établis, ils doivent nous demander qui êtes-vous? Comment est-ce que vous pensez? Êtes-vous avec nous ou contre nous? Parce qu'ils peuvent dire, voilà, vous êtes en fait instrumentalisé par le pouvoir en place pour venir, sous prétexte d'une troisième voie, essayer de démanteler les combattants et les résistants de Londres. Alors je les rassure que ce n'est pas ça.
je les rassure que nous ne sommes pas instruments de qui que ce soit. Nous sommes contre toute antivaleur, que ce soit dans le pouvoir en place ou dans l'opposition. Ceux qui étaient au pouvoir dans les années dernières sont devenus aujourd'hui les opposants. Ils donnent maintenant des leçons. Et nous comprenons que nous ne pouvons pas continuer comme ça. À chaque course d'élection ou à chaque moment, nous voyons des gens naviguer de gauche à droite ou de droite à gauche. Pourquoi? Parce qu'il manque certaines valeurs humaines. Et la troisième voie en tant que courant de pensée vient remettre les choses en place de telle façon que les gens qui vont vouloir servir les autres auront un cœur et une pensée de promouvoir d'abord la population sans tenir compte de leur poche, de leur au fait, des choses qui sont propres à eux, mais ils vont voir plutôt à la cause supérieure de la nation. Ce qui a amené notre pays à un délabrement qu'on ne peut même pas décrire, c'est le fait qu'il n'y a pas eu une pensée sur laquelle les gens, une idéologie qui pouvait transformer, n'est-ce pas, le contenu d'un Congolais. À la troisième voie, nous voyons la richesse du Congo, pas comme étant des myriades de minéraux que nous avons, mais le Congolais, sur le sol congolais. Alors nous visons sur le Congolais. Donc, dans cet ordre d'idées-là, nous sommes avec les combattants, parce que c'est pour cela qu'ils sont en train de se battre. Est-ce qu'ils partagent cette pensée? Et dans un sens, est-ce que vous ne pensez pas que on pourrait vous accuser de leur imposer la pensée unique? À savoir, le Congolais, qui a sa liberté d'expression, réchigne à l'idée qu'on puisse lui imposer une pensée unique d'où qu'elle vienne. Non, pas du tout. La troisième voie n'est pas une pensée unique. La troisième voie vient offrir une porte au rationalisme. Ce n'est pas une pensée unique. Nous-mêmes, quand on est à la troisième voie, nous avons des chocs d'idées afin de parvenir à venir à apporter à l'humanité ou à notre pays, n'est-ce pas, une pensée qui est beaucoup plus pratique et pragmatique. Ce n'est pas une question d'homme. La troisième voie, on pourrait dire le troisième homme, à savoir, ni Tshisekedi, ni Joseph Kabila, et donc il y aurait une troisième personne. Est-ce Mfumu Toto? Est-ce Vital Kamerhe? Est-ce quelqu'un d'autre? Est-ce que la troisième voie, en fait, ne cache pas une troisième personne également? Non, la troisième voie vient redéfinir les choses. Ce n'est pas le problème d'homme au Congo. Au Congo, aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a beaucoup plus d'hommes forts que des institutions. Alors, quand vous parlez, par exemple, de Tshisekedi, il représente une certaine force en tant qu'homme. Et quand on regarde les institutions autour de lui, il aspire, il nous aspire à quelque chose. Mais il n'y a pas comme je dirais en anglais, legacy ou un héritage que nous pouvons suivre en ce qui concerne l'alternance. C'est-à-dire un seul homme pendant 32 ans et président d'un parti politique aspirant à une démocratie. Quand nous parlons du pouvoir, c'est pratiquement un débâcle. Il y a eu le temps de la dictature mobusienne qui a été voulu remplacer par une dictature que moi j'appelle du régime de l'Émirat, des gens qui ont signé les accords de l'Émirat, qui nous ont proposé, n'est-ce pas, quand ils venaient, une chose mieux. Mais quand ils sont arrivés, ils ont remis les mêmes choses que nous ne voulons pas de Mobutu. Et aujourd'hui, nous continuons avec la même philosophie de l'Émirat, et pire encore, qui nous amène là où nous sommes. Une hécatombe, pratiquement. La diaspora congolaise n'a pas toujours suscité l'intérêt du pouvoir public. Je dirais même qu'elle a plutôt suscité la méfiance du pouvoir public. Comment expliquer que la troisième voie s'investisse politiquement, je dirais même financièrement, dans la diaspora, alors que la diaspora ne vote pas, donc apparemment ce n'est pas des électeurs intéressants. Est-ce que finalement la troisième voie n'investit pas à perte dans la diaspora?
Non, cela commence par la philosophie que la troisième fois promeut à tout instant. C'est que nous considérons la diaspora comme étant la tête et Kinshasa comme étant le cœur et les membres, c'est à l'intérieur du pays. Donc quand vous considérez la tête, vous voyez les yeux. Donc la diaspora, comme un aigle, voit loin, comprend les enjeux politiques, sociaux et aussi économiques, mieux que ceux qui sont au pays, juste parce qu'ils ont les moyens de médias et les moyens de se connecter le plus rapide. La diaspora a les oreilles, donc il comprend des choses qu'au pays, à cause des sacrifices éducationnels que nous avons eus pendant plus de 30 ans, il y a une baisse d'une façon de la compréhension de la majorité des gens. Le taux de illiteracy a augmenté dans notre pays. Donc la diaspora, pour nous, c'est la tête, c'est le cerveau de notre pays. C'est là que le développement viendra. Donc nous croyons que notre développement vient de la diaspora à cause du cerveau et du mécanisme que nous pouvons, n'est-ce pas, amener ensemble pour le pays. Quel poids attribuez-vous à cette fameuse diaspora? Vous dites que c'est la tête, mais politiquement, la tête c'est plutôt sur le plan purement intellectuel. Mais politiquement, quel poids attribuez-vous à la diaspora congolaise dans votre schéma de compréhension et d'analyse de la situation au Congo? Pour comprendre mieux les enjeux ou bien le poids politique, rentrons d'abord sur la situation économique de notre pays. Nous trouvons que plus de 95% des gens au pays ne travaillent pas. Mais les gens mangent chaque jour. Alors on doit se poser la question, qui les fait manger? D'après vous, c'est qui? C'est la diaspora. Chaque famille, virtuellement, chaque famille au Congo a au moins une personne à l'extérieur du pays. Soit en Occident ici, soit au Moyen-Orient, à l'Extrême-Orient et partout. Et étant Congolais, nous avons un sens de famille. Donc nous remettons toujours ce que nous gagnons ici à la base. Donc déjà vous comprenez que sur le plan économique, nous avons une force. Plus de 5 milliards de dollars selon les données de Western Union ou bien MoneyGram démontrent que c'est une force. Parfois nous dépassons le budget de l'État. L'État congolais à sa baisse a fait 2 milliards de dollars comme budget. Et que nous, à l'extérieur, nous parvenons à fournir 5 milliards de dollars. Plus du double. Plus du double. Donc c'est une force. Et politiquement, pourquoi ne pas s'engager en tant que diaspora? Nous avons des idées d'investissement. Quel est le poids démographique de la diaspora d'après vous? Combien sont-ils ici, les Congolais à l'extérieur? Selon les dernières données, il y a 11 millions de Congolais. Vivant à l'extérieur. Vivant à l'extérieur. À peu près, disons, un Congolais sur 7. Un Congolais sur 7. Et ça, c'est une richesse. Ça, c'est une richesse. Pourquoi? Parce que ça va nous donner ce que moi j'appelle la nouvelle tournure au Congo. Ce sont des données que des gens n'ont pas planifiées. Auparavant, personne n'a jamais su qu'il y aurait au moins 1 sur 7 Congolais à l'extérieur. Et 1 sur 7 va travailler. 1 sur 7 va être éduqué. 1 sur 7 va avoir la meilleure compréhension des choses. Ça, c'est du nouveau. Et comme c'est du nouveau, la troisième voie voudrait capitaliser sur ça. Parce que nous voulons maintenant parler de choses comme créer une base de données de la diaspora où chaque Congolais sera répertorié selon sa profession. Et de là, il va se réunir avec les gens de sa profession en comité pour parler, n'est-ce pas, de la vision dans leur secteur, comment développer le pays. Parce que la troisième voie croit que le pays, nous devons le développer à partir de maintenant. Nous n'allons pas attendre un jour que les anges sondent du haut des cieux ou que les fleurs montent pour que maintenant, et qu'on dise maintenant rentrez au pays et commencez à construire. Il n'y a plus de dictature, il n'y a plus ceci, il n'y a plus la faim. La troisième voie croit que la diaspora, qui est le cerveau, s'il est uni ensemble, peut, n'est-ce pas, commencer la construction de notre nation maintenant. Et cela, ça sera un contrepoids contre tout exercice dictatorial dans notre pays.
La troisième voie, vous dites, c'est un courant de pensée. Certains voient plutôt dans la troisième voie, tantôt un mouvement, tantôt un parti politique. Alors pourquoi, si ce n'était qu'un courant de pensée, pourquoi fait-il si peur? Ça fait peur parce que c'est la vérité. Ça parle de la vérité. Et la vérité fait peur. Je prends l'exemple de la Bible. Jean-Baptiste, une voix dans le désert. Il n'a pas voulu aller de porte en porte, pour essayer de prendre les gens à sa cause. Mais il est parti au désert, en train de crier de la vérité. Les soldats venaient lui demander. Les gens qui travaillaient dans les labeurs venaient lui demander qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est la même chose que la troisième voie. La troisième voie, inspirée, est venue donner une vision d'un nouveau Congo. Et nous avons un schéma bien tracé pour y arriver. Alors les gens demandent, les militaires disent, « Hey, troisième voie, qu'est-ce que nous pouvons faire ?» On leur dit, « Venez, vous êtes la richesse de notre pays en tant qu'homme. Vous devez avoir l'amour pour votre patrie. Vous devez, le sens que vous avez de servir votre pays jusqu'au sang. C'est un sens qui doit être, n'est-ce pas, plébiscité. C'est un sens qui doit être élevé. C'est un sens qui doit être vraiment promu. Donc, la troisième voie essaie, n'est-ce pas, de toucher chaque individu et le transformer pour lui inculquer l'amour de la patrie, d'abord, et devenir un homme respecté comme un homme d'État qui ne peut pas vendre son pays au prix de n'importe quoi. Qu'il soit célèbre ou pas célèbre, mais pour la cause de son pays. Selon l'éducation de la troisième voie, il servirait son pays. La troisième voie n'est pas un parti politique. C'est un courant de pensée, c'est une philosophie. Et en anglais, on dit « a way of thinking ». Une façon de voir, réfléchir. de réfléchir, oui. Qui est beaucoup plus pragmatique, qui ne regarde pas si je suis de gauche ou de droite, mais qu'est-ce que je peux faire pour marcher aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux, n'est-ce pas, faire aujourd'hui selon les données que j'ai, selon ma culture que j'ai? On redéfinit même parfois, on repose les questions à la troisième voie. Questions comme, est-ce que la démocratie est un prérequis pour notre développement économique? Ça, ce sont des questions qu'on se pose à la troisième voie. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déformation de votre part en particulier? Parce que, allez, je dis déformation, ça n'a rien de péjoratif, c'est-à-dire que vous êtes marqué par votre long séjour aux États-Unis, je crois que c'est à San Diego, n'est-ce pas? Où les Américains sont extrêmement pragmatiques. Est-ce que vous pensez que le pragmatisme américain appliqué au Congo pourrait donner de bons résultats? Monsieur Kimpele, je veux vous apprendre que j'ai fait 10 ans aux États-Unis, mais cela ne m'a changé en rien. Je suis Congolais et je crois que je le reste. Je peux vous donner ma petite histoire du Congo. Né à Kolwezi, et de Kolwezi, chassé, se retrouver à Mbujimaï. De Mbujimaï, rechassé, ne pas être accepté pratiquement, parce que je ne connaissais ni la langue, ni la culture. Alors, je me posais la question. Je suis chez moi au pays. Je suis Congolais. Et voilà, de là où je suis né, avec des amis que j'ai grandi avec, ils ne m'ont pas accepté à cause de mon appartenance tribale. De quelle tribu êtes-vous? Je n'ai pas de tribu. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai renoncé à ces valeurs. Je crois que le Congo sera mieux si nous sommes unis en tant que nation avec une identité unique. La tribu n'est pas quelque chose que nous pouvons vendre à l'extérieur. La seule chose que nous pouvons vendre, c'est l'identité congolaise. Donc, en mon sens, je suis Congolais. Je suis Congolais et personne ne peut m'empêcher d'acheter une maison à Ituri ou dans les Louélé ou encore à Iduri ou encore dans les Massissi ou au Bas-Congo. Je peux acheter un terrain que je veux pour développer mon pays et je me sentirai à l'aise parce que je suis un vrai Congolais. Le danger avec cette dénonciation de l'appartenance tribale, c'est que lorsque une agression de type tribal frappe le Congo, vous risquez de ne pas vous en rendre compte. D'où ma question. Quelle est votre lecture de la tragédie que vit le Congo? D'abord, de
du 17 mai 97 jusqu'à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila le 17 janvier 2001 et depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Quel est votre schéma de compréhension? C'est une crise politique? Est-ce une crise de gouvernance, c'est-à-dire de mauvaise gestion? Ou bien le Congo vit-il une guerre? Ah, ça c'est une très bonne question. C'est une bonne question, pourquoi? Parce que nous devons rentrer et savoir pourquoi est-ce que Laurent Désiré Kabila avait pris les armes. Et de là, nous allons comprendre si le pourquoi a été poursuivi après qu'il puisse, n'est-ce pas, être au pouvoir. Il a pris les armes à cause de la dictature de 32 ans de M. Mobutu, que nous tous, nous avons vécu et nous étions fatigués de continuer à vivre. Et nous avons tous donné raison à M. Laurent Désiré Kabila, n'est-ce pas, de nous aider. En tant que Congolais, en tant que nation, nous crions, nous cherchions qui pouvait nous faire sortir de ce macabre dictatorial. Mais, ce que, à mon sens, à ma lecture, Kabila, d'où il est venu, je ne sais pas, de quel accord il a fait avec ceux qui l'ont emmené au pouvoir, je ne sais pas, mais ce que je sache est que il n'avait jamais, lui et son entourage, préparé le après. Après Ascension, après avoir renversé Mobutu. Quoi après? Parce que du moment qu'il a pris le pouvoir, il a fait un appel à la diaspora. Il a voulu que les gens puissent travailler avec lui. Personne n'a voulu aller travailler avec lui. Dans mes recherches humbles, que je peux dire, dans le premier gouvernement qu'il a effectué, la seule personne qui était qualifiée, de par sa profession, d'exercer un travail au Congo dans la même profession, c'était le gouverneur de la banque Massang. À part lui, parce qu'il travaillait déjà aux États-Unis dans une grande banque, à part lui, le reste c'était, on prend quelqu'un ici, on prend un autre là, on prend quelqu'un dans un restaurant, on le plaque comme étant ministre de l'Intérieur, et pourquoi ministre d'État d'ailleurs. Des choses comme ça, ça signifie qu'il n'y a pas eu un plan de après. Et c'est ce que encore nous déplorons aujourd'hui. Nous avons l'engouement, mais nous devons réfléchir. D'où nous venons et où nous allons et comment y arriver. Le but, c'est le développement économique. Nous voulons être bien, nous voulons être en paix, nous voulons être capables de voter nos dirigeants. C'est ça le but final. Comment y arriver? Nous devons y penser. Il doit y avoir une certaine façon pragmatique, une certaine façon qui est déjà prouvée ailleurs, basée sur effectivement notre culture, qui va nous amener à là où nous allons. C'est ça la troisième voie. Il y a une vision. La vision, c'est quoi? C'est une croyance d'abord. La croyance que nous allons y arriver. À la croyance, nous mettons la connaissance, ok? Le savoir. Parce que vous ne pouvez pas croire sans savoir. Et cela, le deux, croyance et connaissance, vous donne le pouvoir. Le pouvoir de développer votre esprit, le pouvoir de développer votre corps, le pouvoir de développer votre environnement. Vous comprenez? Et c'est ça la troisième voie. Nous voulons d'abord regarder l'homme et le transformer dans son esprit, son corps et son milieu, parce que ce sont les besoins de l'homme. Et après avoir fait ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous diagnostiquons d'abord l'homme. Nous regardons quel est le problème du Congolais. Est-ce que le problème du Congolais, c'est la dictature, ou la dictature n'est qu'une conséquence de quelque chose d'autre, de l'ignorance par exemple? Alors si nous comprenons que c'est l'ignorance, nous combattons l'ignorance. Dans le diagnostic, nous allons voir les mots, les problèmes fondamentaux. Nous posons la meilleure question. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes un médecin, un malade vient chez vous, il vient avec beaucoup de problèmes. J'ai les maux de tête, je n'ai pas dormi, j'ai ma jambe qui gonfle. Mais le médecin ne va pas aller avec les symptômes. Il va maintenant commencer à reposer des questions pour arriver maintenant à trouver la cause. Il ne va pas seulement dire, tu as les maux de tête, alors on prend la quinine, on te donne. Non, il va poser encore beaucoup plus de questions pour savoir quel est le problème qui cause ces symptômes.
justement, il y a une crise actuellement au Congo. Je repose la question, est-ce que pour vous, de la troisième voie, la crise qui sévit au Congo est d'ordre politique? Dans ces conditions, les élections auraient dû déjà les résoudre. Et c'est une crise de mauvaise gestion, donc de bonne gouvernance? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui le Congo est agressé? Je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui au Congo à peu près 45 armées de pays différents qui ont soit opéré au Congo, et puis ils sont retournés, soit sont toujours sur le sol congolais. 45 armées. Alors le Congo est-il en guerre? On parle de 8 millions de morts. Ou bien c'est une crise politique? Ou bien c'est une crise d'absence, d'une crise due à une mauvaise gestion? Je repose la question. Ok, c'est une bonne question. Et nous allons la traiter. C'est très important pour nous les Congolais de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Oui, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Disons vous, la troisième voie. Comment voyez-vous la situation du Congo? Quel est le diagnostic que vous posez sur le Congo avant, évidemment, de proposer des solutions? Les diagnostics sont sur 3 plans. Nous trouvons que le Congo a un problème spirituel. Il n'est pas connecté à sa providence. Il n'est pas connecté à un sens supérieur pour savoir pourquoi il est au Congo. Pourquoi il est à l'endroit là où il est. Deuxièmement, le Congo a un problème avec lui. Le Congolais a un problème avec lui-même. Se réconcilier avec lui-même pour savoir où se situer. Et en fin de compte, l'environnement. Ça, ce sont les diagnostics. Et le traitement, nous avons un traitement pour ce diagnostic qui est, nous devons, n'est-ce pas, pour son esprit, il faut, n'est-ce pas, le reconnecter à son esprit. C'est ça le traitement qu'on appelle traitement spirituel. Et pourtant, il y a beaucoup d'églises au Congo actuellement. Il y a même un pléthore d'églises. Mais c'est ce qui a détruit aussi, parce que les églises ont utilisé l'ignorance pour n'est-ce pas, proliférer. C'est parce que dès le départ, le Congolais n'a pas exercé un sens critique pour savoir où aller. Et la crise aussi a amplifié ces genres de choses. Aujourd'hui, on voit une prolifération des églises, des pasteurs. C'est vraiment chaotique si vous regardez le tableau. Tout ça, c'est basé sur l'ignorance. Le Congolais est devenu quelqu'un, que ce soit un politicien qui vient vers lui, il peut lui proposer un chemin. Des gens qui se réveillent le matin, il lui propose 1 plus 4 plus 3. Et non, ça c'est... Et demain, il change. Non, c'est 1 plus 1 plus 1. Et voilà, le Congolais gobe tout. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas encore ouvert. Et la troisième voie voudrait donner un sens ouvert de l'esprit pour que vous puissiez penser, le Congolais puisse penser d'une façon rationnelle. Donc ça, c'est au premier point, de son esprit. Deuxième point, c'est sur le plan scientifique. Nous avons un problème de connaissance scientifique. Et sur ce point, nous voyons dans notre pays, n'importe qui peut devenir ministre, par exemple. Mais généralement, les ministres introduisent un CV, donc un curriculum vitae, et la plupart des ministres, sinon la totalité, sont au minimum des licenciés. Donc, apparemment, la question de la connaissance ne se pose pas. Et je crois que les chiffres sont exacts. Le Congo aurait déjà formé un peu plus de 500 000 diplômés d'universités et des instituts supérieurs. Et pourtant, de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Si c'était une question de connaissance, nous avons apparemment la matière première. Nous l'avons, mais elle n'est pas capitalisée. Nous l'avons, elle n'est pas capitalisée. Je vous informe, il y a 2 semaines, que l'Union africaine a publié la liste de 500 universités en Afrique. Aucune université congolaise est sur la liste. Je parle de 500 universités en Afrique. C'est un classement. Un classement. Réfléchissons sur ça, ce classement. L'Afrique a 53, je crois, pays, à peu près. Si chaque pays pouvait produire 10 universités, on aurait 500, à peu près. Alors, je m'imagine que chaque pays, au minimum, a produit une liste, que ce soit privé ou public, de 10 universités au moins acceptables, en moyenne. Je suis sûr que d'autres pays qui sont avancés ont produit 20, d'autres ont produit 5 ou 3. Mais je parle de la moyenne, 10 au minimum. Mais notre pays n'était pas là. Alors nous demandons la question. Nous avons une
classe intellectuelle au pays. De quelle université, de quelle éducation parle-t-on? Les professeurs qui sont au pays, les mieux cotés ont plus de 60 ans. C'est parce qu'ils ont reçu une autre type d'éducation dans l'ancien temps. L'autre génération qui vient après n'est pas sur la liste des mieux cotés. Donc, apparemment, nous avons disons, le matériel de base, les ressources humaines, mais apparemment qui ne sont pas capitalisées. Du point de vue politique, on a organisé 2 élections législatives en 66 et le 28 novembre 2011, donc en 2006 et le 28 novembre 2011, et qui n'ont donné aucun résultat. Les députés sont plus ou moins dévoyés. On a organisé une élection présidentielle en 2006 et une élection présidentielle en 2011. Et à chaque fois, au lieu de résoudre la crise politique que connaissait le pays, à supposer que ce soit une crise politique, la crise n'a fait qu'envenimer. Donc, nous avons des intellectuels qui ne produisent pas ce qu'on attend d'eux. On organise des élections qui, chaque fois, débouchent sur une crise politique encore plus grave. Finalement, je pose la question, est-ce que quel est le problème au Congo? Puisqu'apparemment, les élections ne résolvent pas les problèmes politiques. Et les intellectuels, ceux qui ont le savoir-faire et le savoir tout court, ne trouvent pas les solutions aux problèmes auxquels le Congo et les Congolais sont confrontés. C'est l'impasse totale. C'est l'impasse. C'est totalement l'impasse. Voilà, alors quelle est la solution de la troisième voie? La solution de la troisième voie, c'est le renouvellement de l'intelligence du Congolais. Mais on a ce qu'on a. Ils viendront d'où? De quelle planète? Comment vous allez faire? Ceux de la diaspora qui rentrent au pays? L'intelligence dont je parle, c'est le sens de servir. C'est ce sens de ne pas toujours vouloir truquer les choses et gagner. Aujourd'hui, nous avons par exemple des élections. Vous trouvez la majorité des députés sont des députés élus dans leur tribu. Ils représentent une portion de tribu et pas une portion intellectuelle, mais une portion tribale. Et vous comprenez dès lors que un député vient juste parce qu'il vient de ma famille. Il ne peut rien apporter à l'Assemblée parce qu'il n'a pas été jugé selon les valeurs que nous attendons, qui sont reconnues mondialement. Mais un député élu est élu sur base d'un programme politique. Oui, mais combien de députés sont élus sur base d'un programme politique? Mais c'est le programme politique élaboré par le parti politique. Donc les partis politiques sont également disqualifiés d'après l'entendement de la troisième voie. Si nous regardons les partis politiques, la façon dont ils ont géré le pays pendant les 60 ans, nous allons dire 60 ans parce que, au fait, il y a eu monopartisme, c'est toujours un parti politique. C'est ça. C'est un chaos total. Donc, le problème, nous devons nous poser la vraie question pour répondre, pour donner la vraie réponse. Si nous continuons à nous poser des questions sur quelle est la solution du Congo, est-ce que c'est politique, c'est scientifique, sans pour autant prendre en compte l'homme congolais lui-même, alors là, nous avons dévié. Nous continuerons à venir avec des schémas, des équations pour le Congo qui n'aboutiront à rien. Mais ce que nous proposons, c'est rentrer d'abord à l'homme, le Congolais, qui est même la richesse fondamentale du Congo. L'homme congolais. Il faut le reformater, il faut le reformer, il faut le renvoyer sur le banc de l'école, il faut lui donner une conscience politique. Comment rendre cet homme politique utile et rentable pour le pays? Il faut le reformater. C'est le mot que je peux utiliser. C'est-à-dire qu'il ait une conscience spirituelle, une conscience scientifique et une conscience environnementale. Qu'il comprenne que non, il a été créé pour aussi améliorer son environnement. Qu'il comprenne que non, il doit avoir un savoir prouvé déjà pour évoluer dans la vie. Qu'il comprenne que sur le plan spirituel, qu'il doit aussi se connecter à l'être supérieur pour connaître pourquoi il est au pays, pourquoi il est à l'endroit où il est, pourquoi il est béni, afin d'utiliser, n'est-ce pas, d'une façon beaucoup plus adéquate les ressources que lui a été données pour le bonheur des autres et de son pays. Qui a gagné les élections en 2011 au niveau de l'élection présidentielle d'après vous? Au niveau, selon ce que nous savons,
c'est monsieur le docteur Étienne Tshisekedi qui a gagné. Mais en pratique, c'est monsieur Kabila qui est au pouvoir. Encore l'échec des deux camps que la troisième voie déplore. Après 52 ans d'indépendance, la plupart de ceux-là qui se sont présentés de deux côtés ont vécu une bonne partie de leur vie en train de gérer le pays. Mais c'est ça l'héritage qu'ils nous ont laissé. Un héritage où le peuple s'est donné pour aller voter. Le peuple a fait son devoir. S'est sacrifié. Il y a eu des gens qui n'ont pas, qui ne sont même pas rentrés à la maison jusque très tard la nuit pour voir un jour leur choix être respecté. Juste pour voir que non, du jour au lendemain, ça a été bafoué au revers de la main et on continue sans souci, sans regret, dans un schéma habituel comme si rien n'était. Est-ce que vous allez vous porter candidat en 2016? La troisième voie aura un candidat. La troisième voie voudrait aussi participer à la gestion du pays. Et qu'est-ce qui vous garantit que si jamais le candidat de la troisième voie gagnait, sa victoire ne sera pas usurpée, confisquée comme cela a été en 2011? C'est pour ça que nous travaillons sur l'homme congolais. Nous ne misons pas sur les institutions actuelles. Nous pensons que si nous transformons ceux qui ont 15 ans, 16 ans, 18 ans, si nous transformons ces gens, si nous transformons nos frères, ils auront une nouvelle vision. Ils seront, ça sera pratiquement impossible de corrompre quelqu'un qui a une nouvelle conscience. Le problème, c'est la corruption et c'est une terre fertile. La corruption et l'ignorance est une terre fertile pour la dictature et aussi pour la mauvaise gérance. Alors, si nous transformons l'homme, automatiquement, nous venons de tourner la terre en dessous des pieds de ceux-là qui ont encore des mauvaises habitudes. Parlez-moi de la présence rwandaise au Congo. Quelle est l'analyse que porte la troisième voie sur ce qu'on appelle les brassages politiques en 2002 avec les accords de Sun City, les brassages dans l'armée? Parlez-moi également de ce qu'on appelle tantôt rébellion, tantôt milice. Je repose la question de façon très précise. Pour vous, est-ce que Joseph Kabila est un Congolais? Jusqu'à la preuve formelle du contraire, nous n'avons jamais eu, nous avons été introduits à Joseph Kabila par M. Laurent Désiré Kabila. Nous n'avons jamais vu un document officiel de sa part prouvant qu'il est son fils. Tout ce que nous avons eu, c'est des rumeurs. Alors nous n'allons pas passer notre temps à parler des rumeurs, des choses qui ne sont pas vérifiées ou vérifiables. La troisième voie, encore une fois, nous sommes pratiques et scientifiques. S'il y a une déclaration, ça doit être poursuivi par des preuves. Cela n'est pas un problème. Que Kabila soit rwandais, congolais, pour nous, il a mal géré le pays. Pour nous, la troisième voie, il n'a jamais été préparé pour diriger les esprits congolais. Comment expliquer alors qu'il se soit retrouvé à la tête du pays depuis maintenant plus de 10 ans? La cause rentre plus loin. Dès l'ascension du pouvoir que j'appelle le pouvoir de l'Éméra, ils n'ont jamais prévu le après. Ils ont prévu le jour où ils prendront le pouvoir. Mais après, ils n'ont jamais prévu. Et le reste, c'était seulement l'embuscade. Des choses qui sont arrivées un après l'autre et jusqu'à ce que on a perdu un de nos héros parce qu'il nous a libérés de la dictature, la première, pour seulement imposer avec une autre. Et automatiquement, nous nous sommes retrouvés avec Joseph Kabila d'une façon que seulement lui peut bien mieux expliquer. Pas nous les Congolais du fait. Dites-moi, est-ce que pour vous, le Congo est en guerre? Effectivement. Et s'il est en guerre, comment y mettre un terme? Le Congo est en guerre. Et la contre guerre, qui? Le Congo est en guerre contre beaucoup, une multitude d'ennemis. Les ennemis économiques, les ennemis politiques, les ennemis territoriaux, des ennemis
entre nous tribaux. Donc le Congo est en guerre. Et l'origine de cette guerre rentre encore au Congolais lui-même. Parce que ces guerres ne sont que des conséquences, soit de notre ignorance, soit d'une combinaison de manque d'études ou de stratégie ou encore de gestion. Une combinaison de tout. Alors, je dirais le Congo est en guerre. La guerre est multifaçade. Et aujourd'hui, vous avez bien énuméré plus de 45 groupes armés qui se réclament parfois tribaux, parfois ethniques, parfois économiques, parfois régionales. Alors, tout ça nous amène à dire, nous ne pouvons pas venir avec un bâton magique pour transformer ces groupes en des individus qui sont, n'est-ce pas, capables de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Si nous ne pouvons pas transformer d'abord le cœur du Congolais. Comment mettre fin à cette guerre, d'après vous? Est-ce qu'il y a une pensée, puisque c'est un courant de pensée, est-ce qu'il y a une méthode? C'est-à-dire, est-ce que si on a identifié l'ennemi qui se bat contre le Congolais, est-ce qu'il faut utiliser les armes pour le repousser? Est-ce qu'il faut utiliser d'autres moyens? Comment mettre fin à cette guerre, finalement? Mettre fin à la guerre commence par d'abord le rétablissement de l'État congolais qui est délabré, les institutions de l'État. Commencer par l'armée. Commencer par l'armée. Et vous avez vu qu'on a voulu recruter les jeunes gens dans l'armée récemment. Et vous avez vu que c'était un échec pratiquement parce que nous n'avons pas vu l'engouement. Maintenant, il faut se poser la question. Votre pays, le pays est en train de partir. Les étrangers sont en train de nous envahir. Mais au même instant, les gens du pays ne veulent pas joindre l'armée. Quand vous parlez des étrangers, vous pensez à qui? Je parle aux Rwandais, aux Ougandais, aux Tanzaniens qui vont venir bientôt pour, n'est-ce pas, se mettre à s'interposer. Et tous ces groupes qu'on va amener, n'est-ce pas, pour essayer de ralentir ce qui est en train de se passer pour le moment. Et quand nous regardons tout ça, nous trouvons qu'il y a un problème. Pourquoi les jeunes ne veulent pas aller défendre leur pays? Ou pour la meilleure question, pourquoi ils ne veulent pas rejoindre le régime qui gère? C'est parce que ceux qui sont déjà militaires aujourd'hui ne se retrouvent pas. Ils n'ont pas d'armes. Leurs chefs vendent les armes aux ennemis. On ne peut pas décrire mieux la crise du Congo. Il y a tout sauf rien qui se passe. Et sur le plan de l'armée, qui est très capital et fondamental pour la défense d'un territoire. Dans ce monde, je crois personnellement que un territoire national ne se donne pas. Ça s'acquiert et on protège. Il est inconcevable, de ma part, d'avoir un pays aussi riche comme le Congo. C'est comme qui dirait, vous avez une maison et vous avez des diamants dans la maison et vous laissez la porte ouverte. Et vous pensez que le voleur aura pitié de vous et ne viendra pas voler. Les guerres que nous vivons, injustes d'ailleurs, ne sont qu'une conséquence que nous nous sommes nous-mêmes imposées. J'ai une autre vision de ce qui se passe dans notre pays pour le moment. Nous nous sommes infligés cela en négligeant la protection de nos terres et de notre population. L'armée serait la chose la plus fondamentale pour garantir le reste. Et à mon sens, M. Joseph, par exemple, qui était commandant et chef d'état-major, qui est son domaine, vous êtes journaliste. Si aujourd'hui, on vous nomme ministre de l'information, la chose la plus banale que nous pouvons attendre de vous, c'est que vous allez au moins arranger le secteur ou la vie d'un journaliste. Parce que vous l'êtes, vous l'avez été pendant 25 ans. Vous connaissez ses besoins, vous connaissez
les choses qui se passent autour de lui. Vous avez la maîtrise de ce métier. Alors, je me pose la question, et ça c'est sans embâche. Je me dis, le domaine fondamental de M. Joseph Kabila, c'est le domaine de la défense. Mais c'est le domaine le plus misérable. Est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est parce que ça le dépasse? Oui. D'après vous, c'est les deux ou bien c'est l'un des deux? Je pense que lui-même peut répondre à cette question et les Congolais connaissent la réponse. Notre entretien touche pratiquement à sa fin. J'aurais juste une dernière ou une avant-dernière question à vous poser concernant un aspect du problème que vous avez déjà abordé, c'est-à-dire les richesses minières du Congo. Il est étrange que ces richesses soient la cause de la tragédie et des tragédies qui frappent les Congolais. Comment faire en sorte que ces richesses du Congo ne soient plus la cause des malheurs que vive le Congo? Quelle est la formule, quelle est la solution que la troisième vague préconise pour empêcher que les richesses du Congo ne soient la cause de ces malheurs et de ces tragédies? La troisième voie a une simple formule. C'est que d'abord on commence par le Congolais et puis on a la conscience du Congolais, conscience communautaire avec les voisins, conscience régionale. Donc il y a moyen de collaborer avec nos voisins et aussi le monde pour que nous puissions placer en synergie, créer ce qu'on appelle le momentum entre les intérêts des nations, des multinationaux et les intérêts congolais. Est-ce qu'on peut concilier les deux d'après vous? C'est très facile à concilier. C'est parce que nous nous sommes mis en tête que l'autre qui vient veut ma richesse. Mais nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir comment est-ce que nous pouvons aligner le besoin de l'Occident de venir récupérer nos produits pour développer le monde et notre besoin fondamental qui est de, n'est-ce pas, donner du travail à nos concitoyens et de s'épanouir en tant que nation. Je crois que c'est seulement se mettre sur la table, utiliser ce que j'appelle l'intelligence stratégique pour aligner les deux. Et ce qui nous a aidé, nous, de la diaspora, c'est d'avoir ce sens ouvert, un esprit ouvert. Quand on se met sur la table avec les étrangers, on se sent libre et on comprend vite ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas seulement d'intérêt d'être en conflit lorsque les deux parties cherchent le commun intérêt. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans le futur? Quel est pour vous le péril le plus imminent pour le Congo? Est-ce la balkanisation? Ou bien y a-t-il un autre péril plus important que celui-là pour le Congo dans les prochaines semaines, les prochaines années? Considérant ce qui s'est passé déjà, 8 millions, plus de 8 millions de morts, plus de 2 millions de femmes violées, une dégradation des mœurs à outrance, parle de Kuluna, des jeunes gens qui attaquent, une délabration totale de l'éducation, une inconsidération des professeurs, l'impayement de ceux qui font le civil service, ceux qui nous servent comme les fonctionnaires. Lorsque nous regardons les infrastructures qui sont délabrées, l'enclavement du pays, la plupart des gens qui vivent à Kisangani ne sont jamais arrivés à Kinshasa, ou les gens de Kinshasa ne sont jamais arrivés à Goma. Un tableau très noir, il n'y a rien qui a avancé. Je n'ai plus peur. Tout ce que j'ai, c'est l'espoir. Parce que tout ce que nous pouvons faire maintenant avec la diaspora, et je profite de cette interview pour lancer l'appel à tous les Congolais de la diaspora d'aller à la troisième voie, le site website de la troisième voie, de s'enregistrer selon leur profession et ils vont être mis en comité. Et l'année prochaine, au mois de juillet, à Chicago,
nous aurons ce que nous appelons le Congrès mondial de la troisième voie. Ça sera un rassemblement des intellectuels congolais, quel que soit votre parti politique ou votre appartenance sociale, que ce soit les ONG, venez. L'année prochaine, nous allons lancer une campagne pour que nous puissions arriver ensemble à discuter les voies et moyens concrets pour développer notre pays. Encore une fois, nous n'allons pas attendre que les fleurs puissent commencer à fleurir et que les anges sontent pour que nous puissions construire notre pays. J'ai un exemple à vous donner, par exemple. Imaginez que nous demandons $1 à chaque Congolais de la diaspora, qui le donne avec joie, et que ce $1 entre dans les mains d'une direction des gens qui sont sincères et qui ont été transformés dans leur mentalité. Le même jour, nous aurons 11 millions de dollars. Et 11 millions de dollars, c'est pratiquement ce qu'il nous faut pour construire une autoroute qui commence de Goma à Kinshasa. Donc, si nous capitalisons ce que nous avons à l'extérieur, nous pouvons transformer notre pays dans beaucoup de domaines. Les Juifs l'ont fait. Je vous informe que les Juifs sont arrivés aux États-Unis, venant des différents pays de l'Europe de l'Est. Ils étaient très pauvres. Ils étaient ils faisaient les chaussures comme des cordonniers. Ils vendaient les cannes de boissons dans les rues à New York. Ça, c'est au début du 19e siècle. 1914 jusqu'à 1920. Première génération, ils ont vendu. Mais ils ont aussi compris que non, il fallait aller à l'école parce qu'ils ont remarqué qu'à New York, la plupart des gens qui venaient pour se faire cirer les chaussures étaient des médecins et des avocats. Ils ont compris que ce sont les deux métiers qui payaient mieux. Alors ils ont pris l'argent des chaussures. Ils ont envoyé leurs enfants à l'école. Première génération, ils sont devenus des médecins. Deuxième génération, les médecins ont seulement envoyé leurs enfants à l'école de médecine et à l'école de droit. 4 générations plus tard, si je vous informe, si vous allez aux États-Unis, les plus grands riches sur la planète, c'est les lobbies juifs. Ils n'étaient pas venus riches, ils étaient venus en tant que cireurs, ils étaient en train de coudre les habits à New York. Aujourd'hui, on parle de Bloomingdale, on parle de tous ces gens qui ont avancé à cause du fait qu'ils ont calculé leur richesse. Est-ce que le Congolais peut devenir le Juif de demain, le Congolais d'aujourd'hui? C'est ce que nous allons faire au congrès de la troisième voie l'année prochaine. Est-ce qu'il y a, malgré le tableau assez sombre que vous avez brossé tout à l'heure, est-ce qu'il y a quand même un espoir pour le futur de ce pays? Il y a l'espoir, il y a l'espoir. Il y a l'espoir et je dis à mes frères qu'il y a de l'espoir. L'histoire n'avait jamais prévu qu'il y aurait 11 millions de Congolais à l'extérieur. Et ça, c'est une richesse. Je vous remercie. Merci.